Bonjour chers étudiants et bienvenue sur cette vidéo qui concerne la deuxième partie du TD numéro 3. Nous commençons par l'exercice numéro 4 sur la dissolution des carbonates. On parle de dissolution de carbonate car les roches carbonatées se transforment en solution sous l'effet de l'attaque par l'eau sous certaines conditions que nous étudierons tout de suite. La composition chimique des carbonates, par exemple le calcaire, c'est CaCO3. Mais dans cette molécule, seulement le Ca2+, qui est un cation soluble et qui est facilement dissous par dissolution. La réaction qui attaque le carbone C4+, est une hydrolyse beaucoup plus compliquée. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la dissolution des carbonates ici, elle englobe toutes les réactions qui transforment la roche calcaire en une solution qui est évacuée du profit d'altération. Ceci étant admis, commençons notre exercice. Les deux réactions ci-dessous correspondent à un processus d'altération chimique naturelle. Elles sont valables dans les deux sens et peuvent donc aboutir à un équilibre. Réaction A. H2O plus CO2 donne H2CO3 ou HCO3- plus H+. Ce composé résultant de la réaction du gaz carbonique avec l'eau est l'acide carbonique. Le sens de la réaction dépend de la quantité de CO2 se trouvant dans l'eau. Si cette quantité est grande, la réaction tend vers la formation des acides carboniques. Et si c'est le contraire, elle se dirige vers la libération de CO2. La réaction B, H2CO3 plus CaCO3, donne du HCO3 2 fois Ca. Ce composé est le bicarbonate de calcium. Dans le sens 1, les acides carboniques transforment les carbonates en bicarbonate de calcium qui est très soluble dans l'eau. Là aussi, le sens de la réaction dépend de la quantité d'acide carbonique présente dans l'eau qui attaque la roche. La réaction évolue dans le sens de la dégradation des carbonates en bicarbonate soluble ou bien dans le sens des précipitations de carbonate et de la formation des roches calcaires. Passons maintenant aux questions. 1. Quel est le minéral concerné par la deuxième réaction et quelle est la nature de la roche? Donc le minéral qui a la composition chimique CaCO3. Décrire de façon résumée ce qui se passe. Un affleurement de cette roche donne un produit d'altération meuble, rouge ou brun. Comment appelle-t-on ces deux altérites? Les matériaux d'altération meuble issus de ces réactions sont composés d'un ensemble de minéraux silicatés, argileux et d'oxyde de fer. D'où peuvent-ils bien provenir? Enfin, soit une strate calcaire horizontale affleurant sur une surface plane, la proportion des impuretés argileuses dans ce calcaire est de 3%. Quelle est l'épaisseur de la strate calcaire qui donnerait un matériau d'altération de 30 cm d'épaisseur? Pour répondre à ces questions, faisons un passage rapide des connaissances que nous avons apprises en cours et qui nous permettront de répondre à ces questions. Les carbonates sont faits de calcite, CaCO3, et de dolomite, MgCO3. La dissolution des carbonates dans l'eau pure peut se faire dans la nature, mais elle est très insignifiante. Elle est de l'ordre de 15 mg par litre à 25 degrés Celsius. Donc, on peut avoir cette réaction de CaCO3 plus H2O donne CO3H2 fois Ca, qui est le bicarbonate soluble, plus la chaux vive. Cette réaction est très faible et très insignifiante dans la nature. La chaux vive, elle peut naître par l'attaque au feu, par l'augmentation de la température jusqu'à 800-900 degrés Celsius. Le calcaire se transforme en une poudre qui est la chaux. La chaux avec de l'eau, ça donne de l'eau de chaux. Cette réaction avec l'eau pure, dans la nature, elle peut se faire, mais elle est très faible et insignifiante. Cependant, dans les eaux chargées en gaz carbonique, CO2, ces eaux peuvent augmenter la solubilité des carbonates. Donc, la dissolution des carbonates se fait par l'acide carbonique. La solubilité de CO2
dans l'eau favorise la formation de l'acide carbonique qui réagit facilement avec les carbonates et les transforme en bicarbonates qui sont plus facilement solubles. L'eau chargée en CO2 a donc un pouvoir de dissolution du calcaire bien plus important que l'eau pure. Donc les deux réactions qu'on avait au début sont H2O plus CO2 donne H2CO3 qui est l'acide carbonique. L'acide carbonique peut attaquer le calcaire ou bien la calcite et le transformer en bicarbonate de calcium qui est soluble. On appelle aussi ce bicarbonate de calcium de l'hydrogénocarbonate de calcium. Ces deux réactions sont valables dans les deux sens, comme on l'a dit au début de l'exercice. Alors, la dissolution des roches carbonatées donne naissance à un manteau d'altération qui est composé d'éléments initialement présents dans le calcaire sous forme d'impuretés, des silicates, des argiles, des oxydes. Donc, chaque fois qu'on a des affleurements ou bien des strates, des couches de calcaire ou bien de roches carbonatées, on a toujours au-dessus un manteau d'altération dans lequel il y a en plus des fragments anguleux de la roche calcaire. Nous avons des produits qui sont des silicates. Donc, des silicates contenant du silicium, de l'aluminium et autres des oxydes, mais qui n'entrent pas dans la composition chimique des carbonates, qui est CaCO3. Ce sont des éléments qui se trouvent en impureté à l'intérieur au cours de la sédimentation des calcaires. Ils se sont sédimentés avec ce calcaire. Lors de la dissolution de calcaire, ce calcaire libère cette altérite qu'on appelle la terra rossa lorsqu'elle est rouge ou la terra fusca lorsqu'elle est brune. Cette altérite couvre les plateaux calcaires et remplit les cavités d'origine karstique qu'on appelle les dolines. Les formations calcaires subissent la dissolution. Cette dissolution va creuser à l'intérieur de cette formation des grottes, des abîmes et des dépressions qu'on appelle des dolines. C'est ce qu'on appelle un modelé karstique qui affecte les roches calcaires. Voilà, maintenant passons à la réponse aux questions de l'exercice. Quel est le minéral concerné par la deuxième réaction et quelle est la nature de la roche? Donc, le minéral concerné par la deuxième réaction, c'est un minéral qui a la composition chimique CaCO3. Ça pourrait être de la calcite, ça pourrait être de l'aragonite. Ces deux minéraux ont la même composition chimique. Ils diffèrent par le système cristallin qui les forme. La roche qui a cette composition chimique, c'est une roche carbonatée qui pourrait être le calcaire. Deuxième question, décrire de façon résumée ce qui se passe. Alors, remettons la question tout à fait en haut parce qu'il va nous falloir toute la diapo pour décrire ce qui se passe et reprenons les deux réactions, la réaction A et la réaction B. Alors, dans la réaction 1, ou bien A, le gaz carbonique CO2 dissous dans l'eau réagit avec l'eau pour former l'acide carbonique H2CO3. Dans la réaction 2, la présence d'acide carbonique entraîne la dissolution des carbonates, entraîne la transformation des carbonates en bicarbonates qui sont solubles. Mais la quantité des carbonates dissous dépend de la dissolution du gaz carbonique. Elle fonctionne dans le sens 1 lorsqu'une grande quantité de CO2 dissous dans l'eau donne beaucoup d'acide carbonique qui réagit facilement avec les carbonates et les transforme en bicarbonates qui sont plus facilement solubles dans l'eau. Mais la réaction fonctionne dans le sens 2 lorsqu'il y a une diminution de CO2 par des changements de température ou de pression ou bien par la présence de microalgues qui absorbent le CO2 et inversent la réaction en faisant précipiter des carbonates pour former des roches calcaires. Troisième question, un affleurement de cette roche donne un produit d'altération meuble, rouge ou brun. Comment appelle-t-on ces deux altérites? Donc, on les appelle la terra rossa et la terra fusca. Quatrième question, les matériaux d'altération meubles issus de ces réactions sont composés d'un ensemble de minéraux silicatés argileux et d'oxyde de fer. D'où peuvent-ils bien provenir? Comme on l'a vu dans le rappel du cours, ces éléments sont initialement présents dans le calcaire, sous forme d'impuretés. Des grains silicatés, des minéraux argileux, des oxydes qui se sont précipités
dans le bassin de sédimentation où les calcaires se sont formés, où les couches calcaires se sont formées. Et ils se sont précipités, donc ils se sont sédimentés avec les couches calcaires. Après la dissolution des calcaires, ces éléments sont libérés et forment le manteau d'altération du substrat calcaire. Parfois, des fragments grossiers calcaires issus de la désagrégation des roches-mères et qui n'ont pas été dissous coexistent avec ces matériaux. La question suivante est la question numéro 5. Soit une strate calcaire horizontale affleurant sur une surface plane, la proportion des impuretés argileuses dans ce calcaire est d'environ 3%. Quelle est l'épaisseur de la strate calcaire qui donnerait un matériau d'altération de 30 cm d'épaisseur? Donc, la terra rossa ou la terra fusca issue de la libération des impuretés de calcaire forme donc cette surface ou bien ce sol qui couvre le calcaire. Cependant, si le matériau d'altération ne contient pas d'éléments grossiers issus de la désagrégation de la roche mère, c'est-à-dire de la dissolution du carbonate, ce 30 cm correspond seulement aux impuretés, c'est-à-dire aux 3% d'impuretés libérées du calcaire. Donc, on peut calculer l'épaisseur de la strate qui va nous donner ce niveau de 30 cm. 30 cm correspondrait à 3% et X cm correspondrait à 100%. Donc, c'est une règle de 3 qui nous permettra de calculer l'épaisseur de la strate qui va fournir ce niveau de 30 cm d'épaisseur. Donc, x égale à 30 fois 100 sur 3, ça nous donne 1000 cm. Donc, cela veut dire qu'il faut donc la dissolution de 10 mètres de calcaire pour obtenir une terra rossa de 30 cm. L'épaisseur de la terra rossa obtenue par décarbonatation dépend donc de la quantité d'impuretés argileuses se trouvant dans le calcaire. Il faut aussi dire qu'on ne l'appelle terra rossa que lorsque c'est un matériau pur, où il n'y a pas des fragments grossiers issus de la roche-mère, il n'y a que des minéraux argileux. On arrive au dernier exercice du TD numéro 3. C'est l'exercice numéro 5 qui porte sur la sédimentation. Alors, dans cet exercice, on nous dit un barrage édifié sur le cours d'un fleuve. Il crée un lac de retenue qui couvre 30 km de surface, 30 km carrés de surface. On constate au cours des ans un envasement progressif du lac. Comment pouvez-vous expliquer un tel phénomène? Sachant que le volume de matériaux d'altération érodés sur l'ensemble du bassin versant est de 5 millions de mètres cubes par an, et en supposant que la totalité de ces matériaux parviennent au lac du barrage, estimer l'envasement annuel moyen de ce barrage. Alors, lorsqu'on édifie un barrage sur le cours d'un fleuve, il va jouer un rôle de lac. C'est un lac qui reçoit les eaux. Alors, lorsque l'eau du fleuve arrive sur la retenue du barrage, la vitesse diminue, la vitesse du courant diminue. Donc, tous les éléments qui sont transportés, ils vont se déposer dans ce lac. La vitesse du courant diminue progressivement, donc ce sont les éléments les plus grossiers qui seront déposés. Lorsqu'ils arrivent sur le lac, il n'y a que les éléments fins qui vont se déposer, même les minéraux argileux, même les éléments les plus fins qui sont les argiles qui vont se déposer. Ces sédiments constitués par des éléments fins, on les appelle de la vase. Donc on parle d'un envasement du barrage. Et pour la deuxième question, puisque on peut quantifier l'érosion dans le bassin versant par un certain nombre de méthodes, il y a plusieurs méthodes, des modèles mathématiques ou bien des méthodes basées sur des éléments chimiques qui permettent de quantifier aussi bien le poids que le volume des éléments qui ont été arrachés dans le bassin versant par l'érosion et qui ont été transportés vers le barrage ou bien vers les lacs. On peut estimer l'envasement annuel moyen de ce barrage. Alors, dans la première question, comment pouvez-vous expliquer un tel phénomène? La présence du lac sur le barrage crée un ralentissement puis un arrêt des eaux du fleuve jusqu'à une vitesse quasi nulle. La conséquence est le dépôt des particules, toutes les particules, mais des particules fines arrivent jusqu'au barrage, alors que les particules les plus grossières sont déposées à l'entrée du barrage.
que transporter les eaux et donc l'envasement de la retenue suivant le modèle de sédimentation lacustre. Nous avons vu en cours dans la sédimentation que au niveau des lacs, nous avons une certaine configuration de sédimentation. Alors sur les bordures, il y a les vagues qui empêchent le dépôt des particules très fines, mais loin des bordures, l'eau est calme et permet le dépôt de la vase, des sédiments très fins qu'on appelle la vase. C'est pourquoi on parle de envasement du barrage. Alors pour la deuxième question, sachant que le volume de matériaux d'altération érodés sur l'ensemble du bassin versant est de 5 millions de mètres cubes par an, et en supposant que la totalité de ces matériaux parviennent au lac du barrage, estimer l'envasement annuel moyenne, c'est-à-dire la hauteur de la vase déposée chaque année. Donc, grâce, comme j'ai dit, à des méthodes, à des modèles de quantification de l'érosion, on peut estimer en volume ou bien en poids les éléments ou bien les matériaux qui s'érodent sur le bassin versant et arrivent jusqu'au lac et se déposent. Puisqu'on connaît la surface de la retenue du barrage et qu'on connaît le taux moyen de l'érosion sur l'ensemble du bassin versant, le taux annuel, on peut déterminer l'épaisseur de la vase déposée. L'épaisseur de la vase égale le volume du dépôt par la surface du lac. Donc, si on a 5 millions de mètres cubes qui sont érodés sur l'ensemble du bassin versant, tous ces 5 millions de mètres cubes arrivent dans le lac et se déposent. Ils se déposent sur la surface du lac qui est estimée à 30 km². Donc, l'épaisseur de la vase sera le volume du dépôt total qu'on divise par la surface du lac. L'épaisseur est égale à 5 puissance 6 mètres cubes. Nous avons la surface en kilomètres carrés et le taux d'érosion en mètres cubes. Donc, convertissons toutes les unités au mètre avant de faire l'opération. Et on obtient donc 5 fois 10 puissance 6 mètres cubes par an, divisé par 30 fois 10 puissance 6 mètres au carré, donc c'est la surface. Cela nous donnerait 0,17 mètres par an, ce qui correspondrait à une couche de 17 cm qui s'ajoute aux sédiments qui se déposent dans le vase chaque année. C'est ce qui fait que tous les barrages ont une durée de vie. Une durée de vie qui est plus ou moins longue selon le taux d'érosion dans le bassin versant. Donc, tous les sédiments, tous les éléments qui ont été arrachés au bassin versant, ils arrivent dans le lac et se déposent et vont augmenter la tranche de sédiments et diminuer la tranche d'eau qui est progressivement comblée dans la retenue du barrage. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour traiter le TD numéro 4. Je vous remercie.